Dans cet épisode, je vais évoquer l'aspect le plus connu de la vie de Pyrrhus, son aventure italienne, qui a bien failli changer l'histoire. Je vais essayer de nuancer certains mythes entourant cette expédition qui, malgré sa fin tragique, est tout de même remarquable. Avant son arrivée, Pyrrhus envoie à Tarente son bras droit, Cinéas. Ce dernier est un grand orateur qui va jouer un rôle clé dans la suite des événements. Il fait rapidement comprendre aux Tarentins qu'en échange de l'aide apportée contre les Romains, il attend leur soumission. En parlant des Romains, ces derniers d'ailleurs ne tardent pas à se mettre en mouvement. En effet, à Rome, le consul Publius Valerius Levianus rassemble 4 légions et se met en marche vers Tarente. Il veut tenter d'atteindre la cité avant que Pyrrhus ait terminé ses préparatifs et ainsi gagner une victoire rapide. Bien sûr, Pyrrhus ne peut laisser les Romains marcher sur la Grande Grèce sans perdre toute sa légitimité. Il va donc se mettre en marche rapidement car il n'a pas fini tous ses préparatifs et son armée est relativement désorganisée. Mais soit, il rencontre les Romains à Héraclée, nom qui va devenir célèbre dans l'histoire. À Héraclée, les Romains étaient positionnés de manière traditionnelle. En tout, leur armée comptait 40 000 légionnaires et un peu plus de 2000 cavaliers. Pyrrhus, lui, avait commencé à recruter dès son arrivée à Tarente. Il aligne 31 000 hommes, dont 20 000 phalangistes, ainsi que quelques milliers d'hoplites de Grande Grèce, 2000 archers, frondeurs et peltastes, 4000 cavaliers et bien sûr 20 éléphants de guerre. Les deux camps se déploient chacun d'un côté de la rivière Cyrus. Pyrrhus, lui, part en reconnaissance. Il pensait d'abord affronter une tribu de simples barbares, mais est choqué par l'organisation des Romains. Il aurait même déclaré « Ils n'ont pas l'air de barbares, nous verrons bien ce dont ils sont capables ». À l'aube, les Romains traversent la rivière. Leur cavalerie parvient à attaquer par surprise l'avant-garde grecque. Pyrrhus rassemble sa cavalerie lui aussi et part retenir l'armée romaine. Il réussit à les désorganiser. Alors que les phalanges arrivent, la situation semble sous contrôle. Les Romains sont bloqués dans une position fixe, avec la rivière dans leur dos et devant eux un mur de piques qui avance petit à petit. Blessé dans l'affrontement initial, Pyrrhus confie son armure à un de ses officiers. Ce qui devait arriver, arriva. L'officier portant l'armure du roi est tué. L'information circule rapidement et le cours de la bataille semble s'inverser. Pyrrhus, à cheval, parcourt alors ses lignes pour redonner du courage à ses hommes et les informer qu'il n'est pas mort. Reste que cet événement a influé sur le cours de la bataille. Ses troupes ont été démoralisées et les flancs se sont mis à reculer. Il est alors temps d'utiliser les éléphants de guerre. Une attaque est donc lancée sur les deux flancs en même temps. Ils utilisent leurs éléphants contre la cavalerie romaine qui se met à paniquer et charge leurs propres légionnaires. En peu de temps, c'est toute l'armée romaine qui part en déroute, poursuivie par la cavalerie grecque. C'est donc une victoire importante qui aurait pu être totale sans la fausse mort de Pyrrhus. En ce qui concerne les pertes, il y a plusieurs sources, et bien sûr, comme toutes les sources de cette époque, on ne peut pas trop s'y fier. Hieronymus de Cardia nous dit que les Romains auraient perdu 7000 hommes, et il faut ajouter à cela quelques milliers de prisonniers, tandis que les armées de Pyrrhus auraient perdu 4000 hommes, et Denis d'Halicarnasse, lui, nous dit que les Romains auraient perdu 15 000 hommes, et les armées de Pyrrhus 13 000. Dans les deux cas, les Romains ont des pertes supérieures, mais les Épirotes ont quand même des pertes importantes. Mais c'est là que je veux commencer à nuancer un mythe. Attention à ce que et même certains youtubeurs français se sont risqués à dire que Héraclée n'est pas une réelle victoire. Au contraire, Héraclée est relativement très positif pour Pyrrhus. Sans la fausse mort de Pyrrhus d'ailleurs, la bataille aurait été un succès phénoménal. Bon, il y a eu ces événements qui ont changé le cours des choses, mais le succès est relativement important. Les Romains ont perdu, ils ont fui, et cette défaite va profondément les marquer. Tandis que pour Pyrrhus, une défaite à Héraclée aurait signifié quasiment la fin de son expédition. Et là, au contraire, après sa victoire, sans les renforts de Grande Grèce, pour la plupart, il gagne un prestige, une légitimité renouvelée qui va lui permettre de recruter rapidement et de compenser ses pertes. Outre le prestige et la légitimité que Pyrrhus gagne, les villes de Crotone et Locre lui prêtent allégeance. Les renforts lucaniens et samnites se joignant à ses troupes ne font que renforcer ses effectifs. Donc Héraclée n'est en rien une mauvaise bataille et c'est une grande victoire pour Pyrrhus. Ce qu'il faut apporter, et là qui représente le vrai problème qu'a posé cette bataille à Pyrrhus, est la perte de nombreux officiers.
Lui, qui a une armée relativement mixte, ne possède pas beaucoup d'officiers de qualité, ce qui va d'ailleurs lui manquer tout le reste de sa campagne. Et là, à Héraclée, beaucoup sont morts. Et d'ailleurs, après la victoire d'Héraclée, Pyrrhus lui veut simplement proposer la paix aux Romains. Il envoie Cinéas à Rome essayer de négocier cette dernière. Il propose même un traité d'amitié aux Romains. Défaits sur le champ de bataille, les Grecs pensent que les Romains chercheront tout simplement la paix. La démarche n'est pas mauvaise et le Sénat envisage sérieusement d'accepter sa proposition. Donc vous voyez bien que la bataille d'Héraclée a failli mener à une paix entre les deux. Mais c'est sans compter sur le discours enflammé d'un sénateur, Appius. Vieux sénateur tenant à peine debout qui par son discours enflammé va enhardir les Romains et les pousser à continuer le combat. Jusqu'aujourd'hui, Romains, je m'affligeais certes de la perte de mes yeux, mais maintenant je suis malheureux. Outre ma cécité, de n'être pas sourds aussi, et d'avoir à entendre que vous vous laissez aller à des délibérations et à des avis honteux et qui ternissent la gloire de Rome. Alors que le Sénat romain a été conquis par ce discours et est prêt à repartir en guerre, Cinéas est à Rome, et c'est avec surprise qu'il découvre que l'armée romaine semble encore plus nombreuse qu'auparavant. Le Sénat, dit-il, m'a paru être une assemblée de rois. Quant à la population, je crains que nous n'ayons à combattre une sorte d'hydre de Lerne. Déjà le consul a levé une armée double de la première. Il y a encore, outre cela, plusieurs fois autant de Romains en état de porter les armes. C'est donc la constatation par Cinéas de la puissance de Rome et que l'ennemi qu'il pensait être une simple tribu désorganisée est en fait un ennemi redoutable qui a des moyens beaucoup plus importants. Dans le même temps, Rome envoie à Pyrrhus Caius Fabricius Licinius, un Romain connu pour être l'homme le plus vertueux du pays, qui vit même volontairement dans la pauvreté. Pyrrhus tente dans un premier temps de le corrompre par des cadeaux et une place parmi ses compagnons. Ce dernier refuse. Il tente alors de l'effrayer avec un éléphant. Encore, il échoue. Et quand le médecin personnel de Pyrrhus propose à Fabricius d'assassiner son roi contre de l'argent, Fabricius va immédiatement prévenir Pyrrhus. Pour le remercier, il libère définitivement tous les prisonniers romains. Et là, c'est un passage que je trouve extrêmement intéressant. Bon, même s'il a la possibilité que ce passage soit fantasmé ou fortement enjolivé, ça démontre un certain niveau de respect. Les Romains, les Grecs, voient la guerre, pas comme nous la voyons actuellement, comme une chose malheureuse, mais parfois même presque comme un jeu, une discipline, voire même un sport. Et si on veut être un bon concurrent, il y a des règles à respecter, et il y a, on va dire, une morale, une logique, qui peut nous sembler assez étrange, car c'est très loin de la vision dont on a maintenant, mais la guerre est un objectif en soi, car elle permet d'acquérir du prestige et de rentrer dans le cadre des grands hommes. Donc ce passage est relativement marquant et relativement intéressant. Quoi qu'il en soit, Pyrrhus, lui, continue à mener sa campagne au nord. Il approche même dangereusement Rome, il commence à avoir l'idée d'assiéger la cité, mais en manque de moyens, il doit y renoncer et retourner au sud. À son retour au sud, Pyrrhus est coincé par l'hiver. Il va alors en profiter pour panser ses plaies et recruter à nouveau, par exemple, chez les Samnites et les Lucaniens. En 279, c'est sur la face adriatique de l'Italie qu'il mène campagne. Rome étant trop compliqué à prendre, il veut retourner les Socci, les alliés de Rome, contre leur maître romain, et ainsi isoler la cité. C'est là que se déroule la seconde grande bataille, Osculum. L'armée romaine est là encore forte de 40 000 légionnaires, 5 000 cavaliers et 300 dispositifs anti-éléphants. Et cette fois, elle est dirigée par 2 consuls. L'armée de Pyrrhus, elle, est plus importante que durant la première bataille. C'est 38 000 soldats, 5 000 cavaliers et 19 éléphants de guerre qu'il possède. Une rivière sépare les deux camps. Voulant trouver une position plus adaptée aux phalanges, Pyrrhus se retire et laisse traverser la rivière aux Romains. Au centre, les légionnaires et les phalanges rentrent en contact, tandis que sur les flancs, les 2 cavaleries se chargent mutuellement. Sur les flancs, les éléphants rencontrent les chariots romains qui arrêtent leur avancée. Le centre de la ligne de Pyrrhus s'écroule rapidement. Ce ne sont pas les Épirotes ou les Macédoniens qui cèdent, mais les nouvelles recrues italiennes. Le roi d'Épire est contraint d'intervenir avec ses renforts pour colmater la brèche. Fort heureusement pour lui, il avait prévu un moyen de contrer les chariots romains. Des tirailleurs épirotes assistent les éléphants et s'occupent de détruire les chariots. Ainsi les éléphants
indemne, charge la cavalerie romaine à nouveau. Et alors que la bataille semble tourner en sa faveur, c'est un nouvel événement qui va surprendre Pyrrhus. Des alliés de Rome ont profité de la bataille pour le contourner et détruire son camp. Alors que la lutte fait rage, c'est dans le dos des épirotes que de la fumée s'élève, et cela ne rassure pas ses troupes qui commencent à céder du terrain. Mais c'est à ce moment que les éléphants et la cavalerie épirote, victorieuse de la cavalerie romaine, s'abat sur les flancs des légionnaires. Encore une fois, les éléphants ont joué un rôle clé dans la victoire de Pyrrhus. Les commandants romains ordonnent une retraite générale pour éviter le massacre, et contrairement à Héraclée, la retraite romaine se fait dans un bon ordre, et ils évitent ainsi d'avoir trop de pertes. À la fin de la bataille, Pyrrhus a perdu 3500 hommes, les Romains 6000. Mais il comprend bien que les pertes ne semblent absolument pas affecter les Romains qui peuvent recruter et recruter à l'infini, ou tout du moins beaucoup plus que lui. Il s'exclame alors « Si nous devons remporter une autre victoire comme celle-ci, je rentrerai seul en Épire ». C'est donc bien là tout le souci, même si au final, Héraclée et Osculum n'ont pas été des batailles particulièrement mauvaises et ont été des victoires pour Pyrrhus, elles n'ont pas été des victoires assez décisives pour mettre à mal réellement Rome qui semble en mesure de panser ses plaies à une vitesse folle. De retour à Tarente pour recruter à nouveau, Pyrrhus reçoit 2 missives. Le choix le plus important de sa vie s'offre à lui. En Macédoine, Ptolémée Kéronos a été tué en tentant de repousser une invasion celte. Les Macédoniens offrent donc le royaume à Pyrrhus en échange de son aide directe pour repousser les invasions celtes. Le trône de Macédoine est certes riche, important, et quand même celui qu'occupait Alexandre, mais prendre ce trône signifie qu'il serait un danger pour tous les autres diadoques qui ne manqueraient pas de lui déclarer la guerre. Ça signifie aussi tout simplement abandonner son expédition italienne et ses rêves de conquête vers l'ouest. La deuxième missive est une demande des Siciliens qui sont en guerre contre les Carthaginois. La Sicile, en plus d'être une région particulièrement riche, lui offrirait la possibilité de réaliser son rêve qui est d'avoir un premier point d'ancrage pour une future invasion de Carthage. Pyrrhus, voyant qu'il ne serait pas si facile de se débarrasser des Romains, va alors partir pour la Sicile. S'il remporte une victoire rapide et décisive en Sicile, il pourra trouver les fonds et les hommes nécessaires à une nouvelle expédition contre Rome et enfin gagner cette guerre. C'est un choix risqué pour Pyrrhus, mais la fortune lui a toujours souri. Alors peut-être lui sourira-t-elle encore en Sicile. Pyrrhus n'est pas fou, il va laisser la majorité de son armée en Grande Grèce et va partir avec 8000 hommes et 1000 cavaliers pour la Sicile. L'aigle vole sur la Sicile. Il débarque à Tauromenion, où un tyran local se rallie à sa cause et lui fournit de nouveaux soldats, mais surtout lui fournit une flotte. Il se dirige alors vers Syracuse et récupère des volontaires sur le chemin. L'armée carthaginoise lève le siège de Syracuse et fuit devant l'arrivée de Pyrrhus. Rentrant en héros dans la cité, il récupère 140 navires. Lui, arrivé en Sicile, presque sans flotte, en possède désormais une importante. Son objectif est d'expulser les Carthaginois de l'île, mais il n'a pas besoin de combattre pour ça, sa réputation qu'il s'est fait suffit. Quand il arrive à Agrigentum, le tyran local ouvre les portes de la cité et se soumet. Désormais proclamé roi de Sicile, Pyrrhus n'a eu à livrer aucune bataille et a soumis presque la totalité de l'île. Cela n'aurait pas été possible sans les qualités oratoires de Cinéas, qui va de cité en cité. Cinéas a soumis autant de cités par la parole que Pyrrhus l'aura fait par les armes. C'est à Eryx qu'il doit enfin lutter. Plutarque rapporte que durant le siège, Pyrrhus fut le premier à escalader les échelles. Pyrrhus ayant obtenu un soutien énorme de la part des Siciliens et ayant conquis une nouvelle gloire encore plus importante, est sur le point de gagner une victoire définitive. Il ne reste plus qu'un bastion aux Carthaginois, Lilybée. Carthage, désireux de garder une présence sur l'île, propose alors la paix à Pyrrhus. Ce dernier, conscient de la menace que représentent toujours les Romains, est prêt à négocier la paix avec les Carthaginois, mais les cités siciliennes refusent toute proposition de paix et mettent la pression sur Pyrrhus pour continuer le conflit. Vous avez donc compris que les cités de Sicile ont refusé que Pyrrhus négocie une paix avec les Carthaginois. Mais quand Pyrrhus a besoin de fonds pour prendre Lilybée, la dernière grande ville carthaginoise, les cités siciliennes rechignent. Elles commencent à voir en Pyrrhus un tyran qui ne fait que les taxer. Les cités n'étant pas volontaires, Pyrrhus commence donc à les taxer de force et certains de ses anciens soutiens se retournent contre lui. Il va jusqu'à faire exécuter plusieurs tyrans locaux et cela passe très mal.
Les Siciliens qui avaient tout d'abord demandé de l'aide à Pyrrhus en sont réduits à demander l'aide des Carthaginois pour combattre Pyrrhus. Au final, les Siciliens cherchaient plus à éviter les taxes qu'autre chose. Vous me direz, les Siciliens qui cherchent à éviter les taxes à tout prix, ça se tient. Dans le même temps, Tarente l'informe que les Romains sont repassés à l'offensive. Malgré tous ses succès de 279 à 276, il finit tout simplement par abandonner la Sicile. Voyant la côte s'éloigner, Plutarque rapporte qu'il aurait dit « Oh mes amis, quel champ de bataille nous laissons aux Carthaginois et aux Romains !» Le retour en Italie ne se fait pas sans problème. Outre sa flotte détruite par les Carthaginois lors de la traversée du détroit de Messine, Pyrrhus est à court de liquidités. Il va piller le sanctuaire de Locre, et beaucoup de ses soldats vont sérieusement être offusqués par cette décision, et vont même penser que Pyrrhus est désormais maudit. Revenant en Grande Grèce, Pyrrhus peut continuer à recruter des nouveaux soldats, mais le souci n'est pas tant de recruter que de recruter des soldats sachant se battre et des vétérans, ce qui lui est désormais impossible. Ce qui constituait le cœur de son armée et a permis ses succès contre les Romains a été perdu, et il doit maintenant faire avec des nouvelles troupes. Et entre le pillage du temple de Locre et l'expédition sicilienne qui est très mal passée en Grande Grèce, qui se sont pensés abandonnés par Pyrrhus qui partait en Sicile alors que les Romains les menaçaient encore au nord, va rendre la situation un peu tendue. Pyrrhus n'a plus qu'un seul choix, obtenir une nouvelle grande victoire contre les Romains, une victoire qui cette fois doit être décisive. Il est alors prêt à tout risquer et va mener la dernière grande bataille de cette expédition. Ça sera celle de Beneventum. Pyrrhus est contraint de séparer en deux ses forces. Il envoie une partie retenir la seconde armée romaine, tandis qu'il engage les Romains à Maleventum. Le terrain escarpé joue en la faveur des Romains, mais Pyrrhus a un plan. Il envoie une partie de ses troupes et ses éléphants de guerre traverser les collines recouvertes de forêts pour flanquer les Romains. La manœuvre est effectuée de nuit. Pendant ce temps, il interdit à ses soldats de dormir. La force envoyée par Pyrrhus tardait à envoyer le signal. S'était-il tout simplement perdu, ou les guides samnites les auraient-ils volontairement menés par un mauvais chemin? Quoi qu'il en soit, c'est de manière désorganisée que la force de contournement arrive au matin, face à des Romains qui les voient venir. L'armée, elle, a attendu toute la nuit un signal qui n'est jamais venu, et les soldats en manque de sommeil sont à bout de force. L'armée supposée flanquer les Romains est dans une position catastrophique. Isolée et sur un mauvais terrain, c'est un massacre. Les phalanges n'arrivent pas à se déployer, les éléphants sous une pluie de javelots deviennent fous et fuient à travers les rangs alliés. C'est un quart de l'armée détruite avant même le début de la bataille. Surmotivés par leur victoire, les Romains s'avancent contre l'armée de Pyrrhus et repoussent les phalanges. Le général tente alors de faire intervenir ces derniers éléphants, mais eux aussi sont massacrés. Dans une position délicate, Pyrrhus est contraint de se retirer. C'est en réalité sa première défaite. Victorieux, les Romains renomment Maleventum le mauvais événement en Beneventum, désormais connu sous le nom de Bénévent. Il se retire à Tarente, seule cité de Grande Grèce encore sous son contrôle. Il ne lui reste alors plus que 8000 soldats et 5000 cavaliers. N'ayant connu quasiment que des victoires durant son expédition italienne, il part vaincu. Bien que son expédition italienne ait été un échec, pouvez-vous me dire ce que Pyrrhus a réellement perdu? La majorité de ses soldats lui avaient été prêtés par les autres diadoques ou avaient été recrutés localement en Grande Grèce ou en Sicile. Au final, son armée comptait un nombre limité d'épiriotes. Quand il rentre dans son royaume, il ne l'a pas ruiné ou n'a pas décimé sa population. C'est donc qu'il faut quand même relativiser la situation de Pyrrhus. Oui, il aurait pu gagner énormément et devenir un des grands hommes de l'histoire. Mais en réalité, il part de loin. C'est déjà impressionnant que partant de son petit royaume, il ait pu entreprendre une expédition si importante et mettre en même temps les Carthaginois et les Romains dans une position extrêmement dangereuse. Mais pour autant, Pyrrhus est loin d'avoir renoncé à ses rêves de grandeur. Et toute l'expérience qu'il a accumulée lors de ses campagnes, il va continuer à les mettre à profit. Si vous pensez que l'histoire de Pyrrhus est finie, vous vous trompez. Il a encore beaucoup d'aventures à vivre et surtout beaucoup de guerres. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à la partager, à vous abonner. On essaye de viser les 500 abonnés, ce qui serait absolument génial. Donc je vous remercie à tous et passez une super journée.